Nous vivons dans un monde qui n'attend personne. Un monde qui ne demande pas si tu vas bien, si tu as assez dormi ou si tu es au bord de l'effondrement. La vie se passe simplement. Parfois, elle te frappe fort, sans prévenir. D'autres fois, elle t'use lentement, comme une goutte tombant sur la même pierre jusqu'à la briser. Et si tu n'es pas préparé, si ton esprit n'est pas entraîné, tout cela te brise de l'intérieur. Ça t'entraîne, ça te consume. Beaucoup de gens vivent dans la peur. Peur de l'échec, du rejet, de la solitude, de ne pas être à la hauteur. Et dans cette peur, ils se déconnectent de leur pouvoir. Ils perdent leur paix, leur voix, leur feu. Ils deviennent esclaves de pensées qu'ils ne contrôlent pas, d'émotions qui les entraînent, de circonstances qu'ils ne savent pas gérer. Mais il y a une autre façon. Pas une formule magique, pas une promesse vide. Il y a des principes. Il y a une philosophie ancienne, brutalement honnête, qui n'édulcore pas la réalité mais te donne des outils pour la maîtriser. Le stoïcisme ne te dit pas que tu ne vas pas souffrir. Il te dit que tu vas souffrir, mais que tu vas le supporter, que tu vas résister, que tu vas grandir au milieu du chaos. Cette vidéo n'est pas pour que tu te sentes bien pendant 5 minutes, c'est pour que tu commences à construire un esprit qui ne se brise pas chaque fois que quelque chose fait mal. Un esprit qui affronte les critiques avec dignité, l'échec avec sagesse, la solitude avec force et l'incertitude avec confiance. Un esprit qui ne perd pas sa paix pour n'importe quoi et qui ne se trahit pas lui-même pour plaire à personne. Nous allons parler de 8 leçons, 8 principes que tu peux appliquer au quotidien. Peu importe si tu es au sommet ou si tu es en miettes. C'est pour les personnes réelles, avec des problèmes réels, qui sont prêtes à prendre en charge leur vie de l'intérieur. Parce qu'au final, tout ce qui t'arrive de l'extérieur importe moins que ce que tu construis à l'intérieur. Et si tu ne commences pas à endurcir ton esprit, on va te briser encore et encore. Alors prépare-toi, parce que cela ne va pas être doux, mais cela en vaudra la peine. 1. Deviens le gardien de ta paix. Ta paix intérieure est l'une des rares ressources véritablement à toi. Elle n'est pas là-bas. Elle ne dépend pas de l'opinion des autres, ni de ce qui t'arrive, ni de la façon dont on te traite. Pourtant, la plupart des gens vivent comme si leur paix était un jouet entre les mains du monde. Une critique les coule, une mauvaise journée les désarme, une trahison les transforme en personnes amères. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas appris à protéger leur centre, parce qu'ils ne sont pas devenus les gardiens de leur paix. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais bien comment nous y répondons. Il est facile de répéter cette phrase, c'est autre chose de la vivre, parce que la vivre signifie comprendre que ton esprit est un territoire sacré, que tout le monde n'a pas le droit d'entrer, que tout stimulus ne mérite pas une réaction, que tout conflit ne mérite pas ton énergie. Être le gardien de ta paix, c'est choisir tes batailles, c'est ne pas réagir impulsivement, c'est comprendre que souvent le silence est plus fort que le cri, que se retirer n'est pas toujours fuir. Parfois, c'est te protéger, c'est avoir l'intelligence émotionnelle pour savoir quand parler et quand lâcher prise, quand poser des limites et quand simplement t'éloigner sans rien dire. Mais cela ne signifie pas que tu deviens froid ou indifférent. Au contraire, cela signifie que tu développes une force intérieure si solide que le chaos ne t'emporte pas, que la critique ne te paralyse pas, que le rejet ne te définit pas. Cela signifie que tu as appris à observer sans te laisser emporter, à écouter sans absorber, à ressentir sans perdre le contrôle. La paix n'est pas passivité, ce n'est pas résignation, ce n'est pas faire comme si rien ne t'affectait. La vraie paix est une décision, c'est une pratique quotidienne, c'est une façon de marcher dans le monde avec fermeté et calme en même temps. C'est savoir que, quoi qu'il arrive, tu décides ce qui entre et ce qui n'entre pas, ce qui te touche et ce qui reste dehors. Épictète l'a dit clairement, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre interprétation d'elles. Et c'est ce que la plupart des gens oublient. Ce qui te retire la paix n'est pas ce qu'on t'a dit, mais ce que tu as décidé de penser à ce sujet. Ce n'est pas l'échec qui te brise, c'est ton jugement à son sujet.
Ce n'est pas la solitude qui te détruit, c'est ta résistance à être avec toi. Devenir le gardien de ta paix, c'est commencer à prendre tes responsabilités. Non pas pour ce que font les autres, mais pour la façon dont tu le traites. C'est développer un filtre mental qui te permet de distinguer ce qui vaut ton attention et ce qui ne le vaut pas, ce qui est du bruit et ce qui est vrai, ce qui est une attaque réelle et ce qui n'est qu'une projection des autres. Et oui, ça va être difficile au début, parce que nous sommes entraînés à réagir, à nous défendre, à répondre à tout, à essayer d'avoir le dernier mot. Mais c'est là que commence le véritable travail, à arrêter de vouloir avoir raison tout le temps, à arrêter de porter les batailles des autres, à regarder le chaos avec sérénité et dire « je ne le ramène pas à la maison, ça n'entre pas ». Quand tu comprends cela, quelque chose change. Tu n'es plus à la merci du monde. Tu ne perds plus d'énergie pour n'importe quoi. Tu deviens ton propre maître. Et là, juste là, c'est là que commence la véritable force mentale. Il ne s'agit pas de construire un mur, il s'agit de construire un temple. Et seul toi décides qui entre. Seul toi décides si tu permets qu'on te vole ta tranquillité ou si tu restes ferme, conscient et en paix, même quand tout autour de toi brûle. 2. Maîtrise le feu avant qu'il ne te brûle. Imagine qu'il y a un feu de camp en toi. Parfois, ce n'est qu'une étincelle. D'autres fois, il brûle comme si tout allait exploser. Ce feu peut être ta colère, ta frustration, ton envie de répondre sans réfléchir, de crier, de frapper, de lâcher des mots que tu ne peux pas reprendre ensuite. Et si tu n'apprends pas à maîtriser ce feu, tu vas te brûler avant de brûler quelqu'un d'autre. Et le pire, tu vas incendier ce que tu voulais le plus protéger. Ce feu n'est pas l'ennemi, il fait partie de toi. Le problème n'est pas de ressentir de la colère, ce n'est pas de ressentir de la douleur, ni de la rage, ni de l'anxiété. Le problème est de transformer ces émotions en armes mal dirigées. C'est de les laisser courir sans contrôle. C'est de permettre qu'elles dominent tes décisions, tes mots, tes relations. Et cela te détruit plus que quiconque. Le stoïcisme ne te demande pas d'éteindre tes émotions. C'est une idée fausse. Il te demande d'apprendre à les gouverner, que tu sois le maître de ton monde intérieur, pas son esclave. Marc Aurèle l'a dit clairement. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. Et comment y parviens-tu? En maîtrisant le feu avant qu'il ne consume ce que tu aimes, en contrôlant ta réponse avant que ton impulsion ne détruise ta réputation, ta paix ou ton avenir. Contrôler n'est pas réprimer, c'est canaliser, c'est ressentir ce que tu ressens, mais ne pas agir à partir de là. C'est apprendre à respirer quand tout en toi te dit d'attaquer. C'est apprendre à attendre quand chaque partie de ton corps veut crier. C'est choisir de répondre quand le reste du monde ne sait que réagir. Beaucoup de gens pensent qu'exploser est un acte de courage, que faire éclater est de l'authenticité. Mais la vérité est qu'exploser sans contrôle est une faiblesse. Il est facile de perdre le contrôle. Il est difficile de garder la tête froide au milieu de la tempête. Et c'est là que se trouve le véritable pouvoir. Maîtriser ton feu ne signifie pas devenir une machine sans émotion. C'est devenir un guerrier conscient, un qui choisit ses batailles, qui ne tire pas par impulsion, qui réfléchit avant de parler. Un qui ne se trahit pas lui-même pour bien paraître, ni ne se rabaisse au niveau de ceux qui ne savent que blesser. Il y a quelque chose de puissant à regarder en face tes émotions les plus intenses et à dire « Je sais que tu es là, mais c'est moi qui décide quoi faire avec toi. » Tu n'as pas besoin de les nier, tu as juste besoin de les mettre au service de ton but, pas de tes blessures. La vie va te provoquer, elle va te pousser à la limite. Tu auras des raisons de perdre le contrôle. Mais si tu le fais, si tu te laisses emporter par le feu, tu devras ensuite ramasser les cendres de tout ce que tu as perdu. Relations, opportunités, respect de soi. C'est pourquoi il faut s'entraîner. Comme celui qui aiguise une épée avant d'entrer en bataille, comme celui qui prépare le terrain avant que la tempête n'arrive. Chaque fois que tu choisis de garder ton calme, tu construis de la force. Pas une force qui se crie, mais une force qui se ressent. Une que les autres respectent sans que tu dises un mot. Parce qu'on le remarque, parce qu'on le respire. Parce que la véritable force n'est pas dans le fait de lever la voix, mais de se maîtriser soi-même quand tout brûle à l'intérieur.
Maîtriser ton feu n'est pas seulement un acte de contrôle, c'est un acte d'amour-propre. C'est te dire « je ne vais pas me saboter, je ne vais pas laisser mon impulsion détruire ce qui m'a coûté tant à construire ». Et cela, cette capacité à rester ferme quand tout brûle, c'est ce qui distingue quelqu'un de fort de quelqu'un qui ne fait que paraître fort. 3. Aime sans devenir prisonnier. Aimer sans mesure, c'est comme construire un beau château et ensuite donner les clés à quelqu'un d'autre. Au début, cela semble être un acte noble, mais si tu n'es pas prudent, cette personne n'entre pas seulement, elle prend le contrôle. Et lorsque tu ne décides plus de ton temps, de tes émotions ou de ta paix, tu as cessé d'aimer et tu es devenu prisonnier. L'amour, lorsqu'il n'a pas de limite saine, peut être un piège déguisé en dévouement. Et ce n'est pas parce que l'amour en lui-même est le problème, mais parce que beaucoup de gens l'utilisent pour combler des vides qu'ils ne savent pas comment affronter. Ils s'accrochent à quelqu'un comme si leur vie en dépendait, comme si leur valeur était liée à l'affection qu'ils reçoivent, comme si avoir besoin était la même chose qu'aimer. Le stoïcisme nous rappelle une vérité inconfortable mais nécessaire. Tout ce que tu as, tu peux le perdre. Cela inclut les personnes, ceux que tu aimes, ceux qui t'accompagnent aujourd'hui. Il ne s'agit pas de vivre avec peur, mais avec conscience. Aimer depuis la liberté, pas depuis la dépendance. Choisir quelqu'un sans t'oublier, être présent sans perdre ton centre. Épictète disait « Ne place pas ton bonheur dans quelque chose qui n'est pas sous ton contrôle ». Et peu de choses sont aussi hors de notre contrôle que le cœur d'une autre personne. Ses décisions, ses changements, ses batailles internes. Tu peux aimer de tout ton être et pourtant ne pas être suffisant pour quelqu'un qui ne sait pas le recevoir. Et ce n'est pas ta faute. Mais si tu décides de rester enchaîné à cette attente, alors c'est ta responsabilité. Aimer ne doit pas faire mal tout le temps. Il ne doit pas te vider. Il ne doit pas te faire sentir que tu dois cesser d'être toi pour garder quelqu'un à tes côtés. Quand l'amour devient une prison, ce que tu vis n'est plus de l'amour, c'est de l'attachement. Et l'attachement est une forme déguisée de peur. Peur d'être seul, peur de ne pas être suffisant, peur de perdre quelque chose que tu sens te soutient. Mais tu n'es pas fait pour dépendre, tu es fait pour partager, pour grandir, pour construire avec quelqu'un sans t'effondrer si un jour cette personne s'en va. Et cela ne te rend pas froid, cela te rend libre, cela te rend fort. Cela fait de toi quelqu'un qui aime par choix, pas par nécessité. Aimer sans devenir prisonnier, c'est prendre soin de toi en premier. C'est savoir que tu peux te donner, oui, mais jamais au point de te perdre. C'est mettre des limites même au milieu de l'affection. C'est dire « je t'aime », mais pas au détriment de ma paix, de ma dignité, de mon essence. C'est ne pas tolérer ce qui fait mal, juste par peur d'être seul. Parce qu'être seul n'est pas le problème. Être avec quelqu'un qui te brise lentement, oui, c'est un problème. Être avec quelqu'un qui ne te voit pas, qui ne prend pas soin de toi, qui ne prend que, qui exige seulement, cela te tue à l'intérieur. Et tu mérites plus que ça. Mais tu ne l'auras que lorsque tu comprendras que ta valeur ne dépend pas de combien tu es aimé, mais de combien tu te respectes toi-même. Aimer avec liberté, avec force, avec conscience, c'est un acte de maturité émotionnelle. C'est comprendre que tu peux pleurer pour quelqu'un, mais rester ferme malgré tout. C'est accepter que l'amour implique des risques, mais pas de soumission. Que ça peut faire mal, mais pas détruire. Que tu peux prendre soin, mais pas porter. Quand tu apprends à aimer de cette façon, tu arrêtes de chercher des relations qui te sauvent et tu commences à construire des liens qui t'accompagnent. Et ça, c'est 1000 fois plus puissant. 4. Entraîne ton esprit pour le coup qui n'est pas encore arrivé. La plupart des gens se préparent quand il est déjà trop tard, quand le coup a déjà eu lieu, quand la vie leur a déjà brisé quelque chose à l'intérieur. Ils réagissent, se lamentent, se demandent pourquoi, mais ils n'ont pas entraîné avant. Ils n'ont pas renforcé leur esprit quand tout allait bien. Et c'est l'erreur. Parce que la vie ne prévient pas quand elle va te tester. Elle le fait simplement. C'est pourquoi, si tu veux résister, tu dois t'entraîner avant que ça ne fasse mal, avant que ça ne tombe en panne, avant que tout ne s'effondre.
Entraîner ton esprit pour le coup qui n'est pas encore arrivé, c'est comprendre que la véritable force ne se construit pas dans la tempête. Elle se construit dans le calme, quand personne ne t'oblige, quand il n'y a pas d'urgence. C'est là que se forme le caractère. C'est là que se fait le travail invisible, celui qui n'est pas applaudi, celui qui n'est pas vu, mais celui qui te sauve quand tout commence à brûler. Le stoïcisme enseigne que nous devons répéter l'adversité, non pas pour vivre dans la peur, mais pour nous préparer avec sagesse. Sénèque disait « Celui qui a appris à supporter le pire ne sera jamais surpris par ce qui vient ». Et comment fait-on cela? En imaginant que tout peut changer, que ce que tu tiens pour acquis aujourd'hui peut disparaître, que les personnes, les routines, les certitudes ne sont pas garanties, non pas comme une pensée négative, mais comme un exercice mental de force. Cela ne signifie pas vivre avec paranoïa. Cela signifie renforcer l'âme. Cela signifie comprendre que tu vas perdre, que tu vas souffrir, que tu vas être rejeté, que quelqu'un va te faire défaut, que quelque chose d'important va s'effondrer, parce que c'est une partie de la vie. Et si ton esprit n'est pas entraîné à résister à cela, alors tu vas te briser à chaque fois que cela se produit. Tu veux un esprit fort? Alors ne l'endors pas avec des distractions, ne le remplis pas de plaisirs instantanés qui n'anesthésient que le vide. Affronte le silence, pense à ce que tu crains. Imagine comment tu réagirais si cela arrivait, ce que tu as tellement mal à penser, non pas pour t'obséder mais pour préparer ta réponse, pour que lorsque cela se produit, ce ne soit plus un choc, qu'il ne te prenne plus par surprise, que tu saches déjà qui tu es face à la douleur. Beaucoup pensent que la force s'active d'elle-même quand tu en as besoin. Mais la vérité est qu'elle se construit tous les jours, avec de petites habitudes, avec des décisions conscientes, avec des conversations internes qui te secouent et te font voir la vie sous un autre angle. Elle se construit en tolérant l'inconfort, en disant non quand tout le monde dit oui, en restant ferme quand le courant va dans la direction opposée. Entraîner ton esprit n'est pas seulement lire des livres ou répéter des phrases positives. C'est observer tes pensées quand personne ne te voit. C'est te questionner. C'est affronter tes ombres. C'est regarder en toi et être brutalement honnête. Parce que si tu ne peux pas être fort avec toi-même, tu ne seras pas fort avec le monde. Et quand le coup arrivera, parce qu'il va arriver, tu vas remarquer la différence. Tu ne vas pas fuir. Tu ne vas pas t'effondrer. Tu n'auras pas besoin d'être sauvé, parce que tu y étais déjà dans ton esprit. Tu avais déjà répété la douleur. Tu avais déjà visualisé la perte, le rejet, l'incertitude. Et malgré tout, tu as décidé de rester ferme. Parce qu'un esprit entraîné ne se brise pas. Il s'adapte, il se durcit, il apprend. Prépare-toi aujourd'hui, pas demain. Parce que quand le coup arrivera, il n'y aura pas de temps pour construire quelque chose de nouveau. Il ne restera que ce que tu as déjà formé, et il vaut mieux que ce soit fort. 5. Fais de l'échec ton mentor silencieux. L'échec ne crie pas, il ne t'applaudit pas, il ne te console pas. Il reste simplement là, en silence, regardant ce que tu fais après être tombé. Et c'est à ce moment-là que tu as deux options. Soit tu le transformes en une malédiction que tu portes pour le reste de ta vie, soit tu en fais ton mentor silencieux, ton guide discret, ce maître dur qui ne dit pas de belles paroles, mais qui t'apprend ce que personne d'autre ne peut t'apprendre. Nous vivons dans une culture qui craint l'erreur, qui la cache, qui la juge, qui se moque d'elle, comme si échouer était un signe de faiblesse, de maladresse, d'incapacité. Mais la vérité est complètement différente. L'échec est inévitable. Personne qui a accompli quelque chose de réel, de précieux et de profond ne l'a fait sans trébucher. Ce qui différencie les personnes fortes n'est pas qu'elles ne tombent jamais, mais qu'elles savent comment se relever. Elles savent quoi faire avec ce coup. Elles savent comment extraire la leçon de la douleur. Le stoïcisme voit l'échec non pas comme une punition, mais comme une partie du processus. Marc Aurèle l'a bien compris. Ce qui entrave l'action fait avancer l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Cette phrase renferme une vérité puissante. Quand quelque chose tourne mal, ce n'est pas la fin.
C'est une opportunité de devenir quelqu'un de plus fort, de plus sage, de plus conscient. Mais pour cela, tu dois regarder l'échec avec d'autres yeux. Non pas comme quelque chose qui te définit, mais comme quelque chose qui te façonne. Non pas comme une sentence, mais comme un signe. Si tu as échoué, cela signifie que tu as essayé, que tu es sorti de ta zone de confort, que tu as pris des risques. Et cela, en soi, te place déjà dans une position différente de celle de ceux qui n'osent jamais rien faire. Fais de l'échec ton mentor. Écoute ce qu'il a à te dire. Qu'as-tu fait de mal ? Où manquait-il de clarté? Qu'aurais-tu dû affronter et que tu as évité? Quelle partie de toi a encore besoin de mûrir? Les réponses ne sont pas toujours agréables, mais elles sont nécessaires. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de réessayer. Il s'agit de réessayer avec plus d'intelligence, avec plus de structure, avec plus de force mentale. Souvent, échouer ne te détruit pas. Ce qui te détruit, c'est ton ego, ta fierté, ton besoin de perfection. Ce qui te détruit, c'est de croire que si tu échoues une fois, tout est fini. Mais tant que tu es en vie, il n'y a pas de chute que tu ne peux pas transformer en élan. Il n'y a pas d'erreur que tu ne peux pas transformer en sagesse. Bien sûr, ça va faire mal. Bien sûr, ça va te coûter. Mais cette douleur construit aussi. Elle te débarrasse de couches. Elle te montre des vérités que tu ne voulais pas voir. Elle te force à te recentrer, à purifier, à revenir à l'essentiel. Et tout cela fait partie de la croissance, la vraie croissance. Pas celle qui est montrée sur les réseaux sociaux, mais celle qui se passe en silence, quand personne ne t'applaudit, quand tu es seul avec toi-même, décidant si tu abandonnes ou si tu avances avec plus de détermination. L'échec n'est pas ton ennemi. C'est un test, c'est une leçon, c'est une opportunité déguisée en défaite. Et si tu apprends à le voir ainsi, tu découvriras que chaque fois que tu tombes, tu es plus proche de devenir la personne que tu as besoin d'être. Ne reste pas au sol, ne reste pas à te lamenter, ne transforme pas l'erreur en une chaîne, transforme-la en un livre ouvert. Étudie-le, écoute-le, et puis relève-toi, non pas pour prouver quelque chose à quelqu'un, juste pour continuer à avancer. Parce que pendant que d'autres restent à pleurer sur ce qui a mal tourné, tu seras en train d'apprendre. Et cet apprentissage, silencieux mais puissant, est ce qui fait la différence à la fin. 6. Éteignez le bruit, allumez votre vérité. Nous vivons entourés de bruit, opinions, critiques, comparaisons, attentes, des voix extérieures qui ne cessent de parler, de juger, d'exiger. Et le plus dangereux, c'est que si vous n'y prenez pas garde, ce bruit s'infiltre dans votre tête et commence à sonner comme si c'était votre propre voix. Et tout à coup, vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne savez plus ce que vous voulez. Vous ne savez plus si ce que vous faites est pour vous ou pour plaire aux autres. Le bruit est constant. Il est sur les réseaux sociaux, dans la famille, parmi les amis, dans la société. Il vous dit comment vous devriez paraître, ce que vous devriez ressentir, à quel âge vous devriez avoir tout résolu. Et si vous ne construisez pas un esprit fort, si vous ne formez pas un jugement solide, ce bruit vous engloutit, il vous manipule, il vous éloigne de vous-même. Le stoïcisme enseigne que la valeur la plus élevée n'est pas l'approbation externe, mais la cohérence interne. Peu importe ce que le monde dit, si vous savez qui vous êtes. Épictète disait « Si vous cherchez à être approuvé par les autres, vous devenez leur esclave ». Et c'est ce qui arrive à trop de personnes. Elles vivent piégées dans le besoin de s'intégrer, d'être acceptées, de ne décevoir personne. Mais pendant qu'elles font cela, elles se déçoivent elles-mêmes. Éteindre le bruit ne signifie pas se déconnecter du monde. Cela signifie apprendre à filtrer, apprendre à distinguer ce qui vient de l'extérieur, de ce qui naît en vous. Cela signifie écouter votre voix intérieure au-dessus des voix qui n'apportent que pression et confusion. Et cela demande du courage, parce que cette voix va souvent vous dire des choses qui ne correspondent pas à ce que les autres attendent. Elle va vous demander de choisir un chemin différent. Elle va vous confronter à des vérités inconfortables. Mais cette voix, cette vérité à vous, est la seule chose qui vous soutiendra lorsque le monde vous tournera le dos. Quand tout s'effondrera, quand personne d'autre ne comprendra ce que vous faites.
Si vous n'avez pas de clarté interne, vous finirez par vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est l'une des formes les plus tristes d'échec. Réaliser ce que les autres voulaient pour vous, mais jamais ce dont vous aviez vraiment besoin. Éteindre le bruit est un acte de rébellion. C'est dire assez à tout ce qui essaie de vous modeler sans vous connaître. C'est arrêter de courir après des normes qui ne vous représentent pas. C'est regarder la confusion en face et dire « Je vais faire le silence pour pouvoir m'écouter ». Parce que là, dans le silence, c'est là que commence la clarté, où les idées se mettent en ordre, où l'essentiel apparaît. Allumer votre vérité n'est pas facile. Cela peut vous laisser seul. Cela peut vous mettre en opposition avec ce qu'on vous a toujours dit qui était correct. Mais c'est le seul chemin vers la véritable liberté. Pas cette liberté superficielle de faire ce que vous voulez, mais la liberté profonde d'être qui vous êtes, sans demander la permission, sans demander pardon, sans vous déguiser. Vous ne pourrez pas faire taire tout le monde, mais vous pouvez apprendre à ne pas leur donner le pouvoir, à ne pas leur céder le contrôle de votre vie, à ne pas leur permettre de définir votre valeur, parce que lorsque vous y parvenez, le bruit devient insignifiant. Il ne vous affecte plus, il ne vous dirige plus, il ne vous limite plus. Et alors, enfin, vous pouvez construire à partir de l'authenticité, à partir de la vérité, à partir de vous. Éteindre le bruit et allumer votre vérité est, en fin de compte, le début de tout changement réel. Parce que tant que vous ne vous écouterez pas avec honnêteté, vous continuerez à être l'écho d'un monde qui n'a aucune idée de ce que vous portez en vous. 7. Libère-toi du passé qui n'a plus de clé. Il y a des portes dans ton esprit qui sont déjà fermées. Des portes que, même si tu frappes, ne s'ouvriront pas. Parce que ce qui était derrière n'existe plus. Le problème est que beaucoup de gens continuent de porter les clés de ces portes comme si elles avaient encore un sens, comme s'ils pouvaient encore revenir en arrière, changer ce qui s'est passé, réparer ce qui a été brisé. Mais il y a des passés qui n'ont plus de clés. Ils ne s'ouvrent plus. Ils ne reviennent plus, et continuer à essayer de les forcer ne fait que te lier à une illusion. Se libérer du passé n'est pas oublier. C'est arrêter de revivre, c'est accepter ce qui s'est passé sans permettre que cela continue à te définir. C'est comprendre que la douleur était réelle, que les blessures étaient profondes, mais qu'elles n'ont pas à déterminer ton chemin. Parce que tant que tu continues à vivre à partir de ce qui a été, tu ne pourras pas construire ce qui peut être. Le stoïcisme enseigne que la seule chose qui compte est le présent, ce que tu fais maintenant, ce que tu peux contrôler en ce moment. Marc Aurèle disait « Le passé n'a plus de pouvoir, sauf celui que tu lui donnes ». Et cette phrase frappe fort parce qu'elle révèle une vérité brutale. Souvent, la souffrance n'est pas dans ce qui s'est passé, mais dans la manière dont tu t'accroches à cela, dans la manière dont tu le répètes, dans la manière dont tu l'utilises comme excuse pour ne pas avancer. Oui, on t'a fait défaut. Oui, tu as fait des erreurs. Oui, il y a eu des moments qui t'ont brisé. Mais si tout cela continue à contrôler ta vie aujourd'hui, alors ce n'est plus le passé qui te retient, c'est toi-même. Parce que personne d'autre ne peut tenir cette chaîne pour toi. Personne d'autre ne peut la lâcher. Seul toi décide quand arrêter de porter des souvenirs qui ne te construisent plus. Se libérer du passé est un acte de courage. Parce que souvent, la douleur devient une partie de ton identité. Tu t'y habitues, tu t'installes dans cette narrative. Et la laisser partir peut faire peur. Parce que si tu lâches le passé, qui es-tu sans lui ? Qui es-tu sans cette blessure, sans cette erreur, sans cette perte ? Tu es libre, tu es nouveau. Tu es quelqu'un qui a décidé d'avancer sans continuer à regarder en arrière, en espérant que quelque chose change. Parce que rien ne change dans le passé. Ça change en toi. Ça change dans ton attitude, dans ta façon d'interpréter ce qui a été vécu, dans ta décision de ne pas laisser cela te consumer. Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé. Il s'agit de ne pas le traîner comme si c'était une punition éternelle. Il s'agit de comprendre que chaque expérience, bonne ou mauvaise, a eu sa place, sa leçon, son temps. Mais ce temps est déjà passé. Et tu es ici, maintenant, avec la possibilité de choisir différemment,
de penser différemment, d'agir à partir d'un nouveau niveau de conscience. Pardonner n'est pas toujours se réconcilier. Parfois, c'est juste dire « je ne vais plus me torturer avec ça ». Parfois, c'est lâcher prise, non pas parce que l'autre personne le mérite, mais parce que tu mérites la paix. Et c'est ça, se libérer, non pas pour nier la douleur, mais pour arrêter de vivre piégé en elle. Quand tu comprends enfin que ce passé n'a plus de clé, tu ne le poursuis plus, tu ne le justifies plus, tu n'en as plus besoin. Tu te retournes et commences à construire une vie où le passé est un souvenir, pas une prison. Et là, juste là, commence ta véritable transformation. Parce que quand tu arrêtes de regarder en arrière avec culpabilité, rancœur ou nostalgie, tu peux regarder en avant avec clarté, avec pouvoir, avec un but. 8. Parle-toi comme quelqu'un qui mérite de guérir. Imagine que ton esprit est une maison où tu vis pour toujours. Tu ne peux pas déménager, tu ne peux pas en sortir. Tout ce que tu dis dans cette maison, tu l'entends. Tout ce que tu répètes, tu l'absorbes. Et sans t'en rendre compte, parfois tu transformes cet espace en une prison pleine de cris, de reproches et de punitions. Et le pire, c'est que l'écho de ta propre voix te suit partout. Parce que les mots que tu utilises avec toi-même construisent ou détruisent l'endroit où tu vas vivre le reste de ta vie. La plupart des gens se parlent comme s'ils étaient leur pire ennemi. Ils se critiquent, ils s'insultent, ils se font des exigences par culpabilité, par peur, par comparaison. Ils se répètent des phrases dures, blessantes, comme s'ils méritaient d'être punis tout le temps pour ne pas être parfaits, pour échouer, pour ne pas répondre à des attentes absurdes. Mais si tu veux vraiment un esprit fort, résilient et équilibré, tu dois commencer par la façon dont tu te parles. Parce que la voix intérieure que tu utilises tous les jours peut être une source de pouvoir ou une source de destruction. Et cette voix est ta responsabilité. Ce n'est pas ce que tes parents ont dit. Ce n'est pas ce que tes professeurs ont dit. Ce n'est pas ce que tes ex ont dit. C'est ce que tu décides de répéter. Le stoïcisme parle beaucoup de l'autodiscipline, du contrôle interne, de la rationalité face aux émotions. Mais tout cela commence par le dialogue interne. Épictète le disait clairement. Ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais nos opinions à leur sujet. Et cela inclut les opinions que tu as sur toi-même. Te parler comme quelqu'un qui mérite de guérir n'est pas te mentir. Ce n'est pas te dire que tout va bien quand ce n'est pas le cas. C'est te parler avec fermeté et compassion en même temps. C'est reconnaître tes erreurs sans te détruire pour elles. C'est t'exiger sans t'écraser. C'est t'encourager quand tu es sur le point d'abandonner. C'est te rappeler qui tu es quand le monde semble l'oublier. Quand tu apprends à être conscient de tes pensées, tu commences à remarquer combien de fois par jour tu te sabotes sans t'en rendre compte. Combien de fois tu te dis que tu ne peux pas, que tu ne vaux rien, que tu n'y arriveras pas. Et chacune de ces phrases sème le doute, la peur, l'insécurité. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te renverse si tu le fais toi-même de l'intérieur. Mais il y a aussi une autre option. Tu peux t'entraîner à te parler comme quelqu'un qui veut guérir, comme quelqu'un qui veut grandir, comme quelqu'un qui veut être meilleur, non pas par culpabilité, mais par détermination. Tu peux te dire « Cela m'a fait mal, mais cela ne me définit pas. J'ai échoué, mais je peux apprendre. Aujourd'hui, je me sens faible, mais je ne vais pas rester ici. » Et non, il ne s'agit pas de répéter des phrases vides devant le miroir. Il s'agit de construire une relation avec toi-même qui soit solide, qui soit réelle, qui soit compatissante, mais aussi exigeante. Parce que tu as besoin d'être ton plus grand soutien, pas ton premier obstacle. Tu as besoin d'avoir une voix intérieure qui te pousse, pas qui t'enterre. Bien te parler n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est de l'hygiène mentale. C'est une partie de ton entraînement stoïcien. Parce que peu importe à quel point tu sembles fort à l'extérieur, si à l'intérieur tu te détruis en silence, tu vas tomber. Personne ne résiste très longtemps lorsque son propre esprit est un champ de bataille. Alors commence à observer tes pensées. Écoute comment tu te parles. Et quand tu remarques que cette voix intérieure devient un juge impitoyable, respire et change-la. Parle-toi comme quelqu'un qui mérite de guérir,
comme quelqu'un qui est prêt à se reconstruire, comme quelqu'un qui sait que tout commence de l'intérieur. Parce que si tu n'es pas de ton côté, alors qui le sera? Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. Il y a un moment dans la vie qui ne sonne pas comme un tonnerre, ni n'arrive avec un grand discours. C'est silencieux, invisible. Parfois, cela se produit pendant que tu te brosses les dents ou que tu attends le bus. C'est cette seconde où tu réalises que tu en as assez. Assez de te sentir vide, fatigué, perdu, assez de voir les jours te filer entre les doigts sans avoir fait quoi que ce soit qui compte vraiment. Et alors tu le vois clairement. Tu ne vis pas. Tu te contentes de répéter. Tu répètes des pensées qui ne sont même pas les tiennes. Des émotions que tu as appris à réprimer ou à exploser sans contrôle. Des habitudes qui te maintiennent coincé dans une version médiocre de toi-même. Un corps que tu n'écoutes pas. Un esprit que tu ne gouvernes pas. Une vie que tu n'as pas choisie. Et sais-tu ce qui est le plus brutal? Que tout cela te semble normal. Parce que c'est ainsi que vit la majorité. Parce que c'est ainsi qu'on nous a appris. Mais le fait que ce soit commun ne signifie pas que c'est bien. Cette vidéo n'est pas une autre tentative de te motiver avec de jolies phrases. Tu n'es pas ici pour te sentir bien. Tu es ici pour changer. Pour transformer ta vie de l'intérieur, pas à partir de ce que tu postes, pas à partir de ce que tu prétends être, à partir de ce que tu es vraiment quand personne ne te regarde. Nous allons parler de 8 leçons, 8 coups de réalité, 8 outils qui sont nés du stoïcisme et des neurosciences et qui n'ont qu'un seul but, que tu reprennes le contrôle de ton esprit, de tes émotions, de tes habitudes, de ton corps, que tu deviennes quelqu'un de fort, sage et libre. Mais cela ne sera pas facile, parce que te transformer signifie détruire ce que tu étais, et avoir le courage de te reconstruire avec intention. Alors, si tu es prêt à arrêter de survivre et à commencer à vivre avec courage, discipline et vérité, reste, parce que ce qui vient peut tout changer. 1. Fais de ta concentration une épée aiguisée. Dans un monde qui crie pour ton attention chaque seconde, ta concentration est ta seule arme. Je n'exagère pas. Ta concentration n'est pas seulement une compétence, c'est une déclaration de guerre. Parce que celui qui maîtrise sa concentration, maîtrise sa réalité. Mais la plupart vivent comme s'ils avaient l'esprit d'un poisson, dispersé, fragile, sautant d'une chose à l'autre sans direction, sans profondeur, sans contrôle. Et voici une vérité qui fait mal. Si tu ne choisis pas sur quoi te concentrer, le monde le fera pour toi. Et le monde n'a pas en tête ta paix intérieure, ton but, ni ta croissance. Le monde veut des clics, de la consommation, de la distraction. Et tu les lui offres tous les jours. Les stoïciens le comprenaient depuis plus de 2000 ans. Épictète disait « Là où est ton attention, là est ton âme. » Et toi, où mets-tu ton âme? Où va ton énergie chaque jour? Dans les ragots, sur les réseaux sociaux, à te comparer à des personnes que tu ne connais même pas, à répéter les mêmes pensées négatives de toujours? Ta vie est le résultat de ce à quoi tu prêtes attention. Aussi simple que cela, aussi brutal que cela. Si tu te concentres uniquement sur tes défauts, tu te sentiras brisé. Si tu te concentres uniquement sur ce que tu n'as pas, tu vivras frustré. Mais si tu apprends à concentrer ton esprit comme une épée, tranchante, précise, coupant tout ce qui est inutile, tu deviens quelqu'un d'invincible. La neuroscience le confirme, ce que tu répètes grandit. Les voies neuronales que tu utilises se renforcent. En d'autres termes, chaque fois que tu choisis de te concentrer sur le négatif, tu entraînes ton cerveau à devenir plus négatif. Mais si tu apprends à rediriger ta concentration, même si c'est difficile, même si cela semble impossible au début, tu commences à reprogrammer ton esprit. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la pratique. On s'entraîne comme un muscle. Commence par le basique. Éteins les notifications. Ne prends pas ton téléphone dès que tu te réveilles. Consacre les premières minutes de la journée à toi, pas au monde. Fais une liste de tes véritables priorités. Demande-toi,
Qu'est-ce qui mérite mon énergie aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus important que je dois résoudre? Et plus important encore, qu'est-ce que je ne vais pas laisser me voler mon attention? Au début, tu échoueras, tu te disperseras. Mais chaque fois que tu te rends compte et que tu reviens à la concentration, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu choisis consciemment, tu domptes ton esprit. Et un esprit dompté n'est pas un esprit faible, c'est un esprit dangereux. Parce qu'il n'agit plus par réflexe, il ne réagit plus à tout, il ne répond qu'à ce qui compte vraiment. Marc Aurèle le disait sans détour, « La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Et tes pensées ne peuvent être de qualité que si tu apprends à les diriger, à les maintenir, à les protéger. Si tu fais de ta concentration une épée aiguisée, tu vas couper le bruit, le drame, la plainte, le doute, la médiocrité. Tu vas commencer à voir clairement, à agir avec un but, à vivre avec du pouvoir. Alors arrête de te disperser, arrête de consommer ce qui te contamine. Choisis avec une brutalité honnête à quoi tu vas prêter attention aujourd'hui. Parce que là où tu mets ton attention, là se construit ton futur. 2. Réveillez-vous du sort de la routine. La routine est comme un épais brouillard. Elle ne fait pas mal, elle ne brûle pas, elle ne crie pas, elle vous enveloppe simplement. Jour après jour, heure après heure, jusqu'à ce que vous vous réveilliez un matin, que vous vous regardiez dans le miroir et que vous ne sachiez pas à quel moment vous vous êtes perdu. Vous ne savez pas quand vous avez cessé de ressentir, quand tout est devenu automatique, quand vous avez remplacé le « je veux » par le « je dois ». Et non, nous ne parlons pas d'être productif, d'avoir un agenda organisé ou de suivre des habitudes saines. La routine qui vous tue n'est pas celle qui ordonne, c'est celle qui anesthésie. Celle que vous répétez sans réfléchir, sans questionner, sans âme. Celle qui vous fait vivre comme si votre vie était une liste de tâches à accomplir, et non une expérience qui mérite d'être vécue avec présence. Les stoïciens savaient que le temps était la chose la plus précieuse que nous avons. Sénèque a écrit « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » Et comment le perdons-nous? En vivant sans être présent, en confondant être occupé avec être vivant, en passant des jours, des semaines, voire des années en mode automatique, comme si nous étions des machines programmées par des attentes étrangères, par des peurs anciennes, par des excuses bien ficelées. La neuroscience explique cela clairement. Le cerveau cherche des modèles. Il adore répéter ce qu'il connaît parce que cela consomme moins d'énergie. Si vous ne l'interrompez pas, si vous ne lui demandez pas d'attention, il vous mettra simplement en pilote automatique. Vous ferez la même chose, vous penserez la même chose, vous ressentirez la même chose, jusqu'à ce que votre vie vous échappe. Et voici le plus sauvage de tout. Vous pouvez avoir une routine stable, une carrière professionnelle, un partenaire, des amis, même de l'argent, et pourtant être endormi. Parce que le sommeil dont je parle n'a rien à voir avec le fait de fermer les yeux. Il a à voir avec le fait d'avoir fermé votre volonté, d'avoir accepté le confort comme excuse pour ne pas bouger. Et savez-vous quand vous vous réveillez? Quand vous en avez assez, quand quelque chose en vous commence à crier que cela ne peut pas être tout, que vous n'êtes pas venu dans ce monde juste pour payer des factures, supporter des patrons médiocres et attendre le week-end pour vous sentir à moitié vivant. Vous êtes venu pour grandir, pour ressentir, pour créer, pour vous briser et vous reconstruire. Et cela ne se fait pas depuis l'inertie. Cela se fait depuis la conscience. Alors, je vous le dis clairement, brisez la routine avant qu'elle ne vous brise. Faites quelque chose de différent. Changez l'ordre de vos matins. Marchez sur un chemin différent. Asseyez-vous en silence et demandez-vous, est-ce que ce que je fais me mène là où je veux aller? Ou est-ce que cela me maintient juste occupé pour ne pas ressentir le vide? Réveillez-vous. Regardez autour de vous. Observez votre journée avec de nouveaux yeux. La vie n'est pas là-bas dans un futur lointain. La vie se passe maintenant. Et si vous n'êtes pas présent, vous la perdez. Faites de l'instant présent votre terrain d'entraînement. Vous n'avez pas besoin de tout abandonner ni de déménager dans un autre pays. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux, d'être ici, vraiment ici,
dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans ce que vous pensez. Parce que chaque instant vécu avec attention est une déclaration de pouvoir. Et chaque jour que vous passez endormi est un jour de moins dans votre histoire. Les grands changements commencent lorsque vous osez voir, ressentir à nouveau, prendre des décisions à partir de la vérité, pas de l'habitude. Alors, arrêtez d'attendre. Personne ne viendra vous sauver. Sortez de cette cage mentale que vous avez construite vous-même. Réveillez-vous du sort et commencez à vivre. 3. Réécris l'histoire que tu te racontes. Chaque personne vit dans une histoire qui se répète chaque jour en silence, sans que personne d'autre ne l'entende. Cette voix intérieure qui te dit qui tu es, ce que tu mérites, de quoi tu es capable et de quoi tu ne l'es pas. Le plus brutal, c'est que la plupart des gens ne remettent jamais en question cette histoire. Ils l'acceptent simplement comme une vérité absolue, comme si elle était gravée dans la pierre. Mais voici une vérité inconfortable. Cette histoire que tu te répètes n'est pas la tienne. Elle a été construite par ce que tu as entendu quand tu étais enfant, par les fois où tu as échoué, par les commentaires blessants qui t'ont marqué, par le système qui t'a poussé à t'adapter, par les traumatismes que tu n'as jamais guéris. Et aujourd'hui, cette histoire est une prison mentale dont tu ne sais même pas que tu as besoin de t'échapper. Je suis comme ça. J'ai toujours été insécurisé. Je ne termine jamais ce que je commence. Je n'ai pas ce qu'il faut. Cela te semble-t-il familier? Ces phrases ne sont pas des vérités. Ce sont des décisions que tu as prises à un moment donné sans t'en rendre compte. Et chaque fois que tu les répètes, tu les rends plus réelles. Tu en fais ton identité. Mais elles n'ont pas à le rester. Les stoïciens enseignaient que nous ne sommes pas ce qui nous arrive, mais ce que nous décidons de faire avec. Épictète disait « Ce qui nous affecte n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous nous disons sur ce qui nous arrive. » Et c'est là le point. Peu importe si ton passé a été difficile, si tu as fait des erreurs, si tu as été trahi, si tu as échoué, rien de tout cela n'a de véritable pouvoir sur toi, à moins que tu continues à te le raconter comme une excuse. La neuroscience soutient cela. Ton cerveau ne distingue pas entre ce qui se passe et ce que tu imagines avec assez d'intensité. Ce que tu répètes, tu le renforces. Si chaque jour tu te lèves en pensant que tu ne peux pas, que tu ne vaux rien, que tu ne mérites rien, tu entraînes ton esprit à s'auto-détruire. Tu actives les mêmes voies neuronales encore et encore, jusqu'à ce que cette version limitée de toi devienne la norme. Mais voici la partie puissante. Tu peux réécrire ton histoire. Et tu n'as pas besoin d'une tragédie, d'une crise, ou que tout s'effondre pour le faire. Tu as juste besoin d'une décision, un point de rupture où tu dis « ça suffit ». Je ne suis plus cette personne qui vivait dans la peur, le traumatisme, la culpabilité. Je suis quelqu'un qui décide qui il veut être et agit en conséquence. Réécrire ton histoire ne signifie pas te mentir. Cela signifie dire la vérité complète. Oui, tu as souffert. Oui, tu as fait des erreurs. Mais tu as aussi survécu. Tu as aussi appris. Tu peux aussi guérir et évoluer. Et cela fait aussi partie de ton histoire, si tu décides de l'intégrer. Fais ceci. Prends une feuille de papier et écris l'histoire que tu te racontes sur toi. Sois brutalement honnête. Puis, lis-la à haute voix. Écoute comment elle sonne. Écoute si elle te donne du pouvoir ou te fait couler. Ensuite, écris une nouvelle version. Une où tu es le protagoniste, pas la victime. Une où tes erreurs sont des leçons, pas des condamnations. Une où tu décides de la direction de ta vie, pas tes blessures. Cette pratique répétée avec intention change ton esprit, change ton identité, change ta façon d'agir. Parce que personne n'agit contre ce qu'il croit être. Si tu crois que tu es faible, tu agiras comme quelqu'un de faible. Si tu crois que tu es fort, tu agiras comme quelqu'un de fort. Tout commence par ce que tu te dis. 4. Respire avant d'être emporté. Il y a des moments où tu as l'impression que tu vas exploser. Quelqu'un te dit quelque chose qui touche un nerf sensible. Un regard croisé, un commentaire, une injustice. Et tout à coup, tu es sur le point de perdre le contrôle.
Ton corps se tend, ta respiration s'accélère, ton esprit s'obscurcit, et la chose suivante que tu fais ou dis est quelque chose que tu regrettes. Dans ces secondes, tu ne penses pas, tu réagis. Et quand tu réagis sans conscience, tu deviens l'esclave de tes émotions. Te rends-tu compte du pouvoir qu'a une émotion incontrôlée? Elle peut détruire une relation, une journée entière, une opportunité, voire une vie. Une explosion de colère, une décision prise par peur, un mot dit avec rage, tout cela peut t'entraîner comme un courant violent. Et cela se fait sans te demander la permission. C'est pourquoi les stoïciens répétaient une idée aussi simple que puissante. Tu n'es pas tes émotions, tu es ce que tu fais avec elles. Sénèque disait « La majeure partie de la colère repose sur l'attente que le monde fonctionne selon nos règles. » Mais le monde ne va pas fonctionner comme tu le veux. Les gens ne vont pas agir comme tu l'espères. Et si tu n'apprends pas à gérer tes réponses internes, tu seras constamment à la merci de tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est là qu'intervient la pratique la plus sous-estimée, la plus ridicule pour certains, mais la plus transformatrice que tu peux adopter. Respirer. Je ne parle pas de respirer par réflexe. Je parle de le faire avec intention. Je parle du fait que, juste avant d'être emporté par l'émotion, tu t'arrêtes une seconde et tu respires. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais fais-le au milieu du chaos. Fais-le quand tu sens que tu vas exploser. C'est là que cela devient difficile. C'est là que cela devient précieux. Les neurosciences expliquent que lorsque tu respires profondément, tu actives le système nerveux parasympathique, chargé de te calmer, de te ramener à l'équilibre. Cette simple action de t'arrêter et de respirer ralentit ta fréquence cardiaque, éclaircit ton esprit et te donne l'espace dont tu as besoin pour choisir, plutôt que de réagir. Et c'est ce que nous voulons choisir. Choisir de ne pas répondre par des cris. Choisir de ne pas prendre de décision sous l'effet de la colère ou du désespoir. Choisir le silence, la pause, la clarté, non pas pour te réprimer, mais pour ne pas te perdre. Parce que chaque fois que tu respires avant d'exploser, tu revendiques ton pouvoir. Tu dis « Je ne suis pas une bête hors de contrôle, je ne suis pas une victime de mes impulsions, je suis quelqu'un qui décide. » Et non, tu ne pourras pas toujours le faire. Tu vas échouer, tu vas céder à l'impulsion, tu vas dire des choses que tu ne voulais pas. Mais chaque fois que tu y parviens, chaque fois que tu réussis à respirer avant d'agir, tu entraînes ton esprit. Tu crées un nouveau réflexe, un qui te rend plus fort, plus conscient, plus libre. Les stoïciens ne cherchaient pas à être froids ou insensibles, ils cherchaient à être invincibles face aux émotions qui détruisent. Et tu peux faire de même. Tu peux tout ressentir, colère, peur, tristesse, sans te laisser détruire. Il te suffit de te donner une seconde, il te suffit de respirer. La prochaine fois que tu sens que le monde te pousse à perdre le contrôle, ne réponds pas immédiatement. N'agis pas par impulsion, ne te laisse pas emporter, respire. Fais de cet instant ta victoire silencieuse, parce que là, juste là, commence ta liberté. 5. Crée un sanctuaire de silence chaque jour. Nous vivons dans un monde bruyant, pas seulement à cause des voitures, des téléphones portables, des notifications constantes, de la musique à plein volume ou de la télévision allumée en arrière-plan. Le bruit le plus dangereux est celui que l'on n'entend pas, c'est celui qui est dans ta tête. Ce murmure constant de pensées, d'inquiétudes, de tâches en suspens, de doutes, d'autocritique. Ce tourbillon interne qui ne s'arrête jamais et qui t'empêche d'écouter ce qui est le plus important, toi-même. Et tu sais ce qui est le plus fou? On s'y habitue. On s'habitue tellement au bruit que le silence nous dérange. Il nous rend nerveux. Il nous fait nous sentir vides, comme si nous perdions notre temps. Mais c'est un signe clair que quelque chose ne va pas. Parce que le silence n'est pas vide. C'est de l'espace. C'est un refuge. C'est le seul endroit où tu peux vraiment te retrouver. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle, au milieu des guerres, des décisions politiques et des pressions infinies, écrivait dans son journal « Retire-toi en toi-même. Il n'y a pas de refuge plus tranquille que l'âme. »
Cet empereur, avec tout l'empire sur ses épaules, savait que s'il ne trouvait pas un moment de calme, d'introspection, de silence, il se perdrait. Et toi, quand a été la dernière fois que tu as été silencieux? Pas en mode avion, en silence réel, sans distraction, sans stimuli, juste toi avec toi-même. Créer un sanctuaire de silence ne signifie pas aller dans la forêt ni s'asseoir comme un moine pendant des heures. Cela signifie prendre, même si ce n'est que 10 minutes par jour, pour être au calme, sans téléphone portable, sans écran, sans conversation, juste toi, ta respiration et ta présence. Au début, cela dérange, cela te semblera inutile. Ton esprit va crier, il va te lancer des pensées pour te distraire. Mais si tu tiens bon, si tu restes là, la magie commence. Et je ne parle pas de mysticisme, je parle de neurosciences. Quand tu es en silence, tu actives des parties du cerveau liées à la créativité, à la mémoire et à l'autoréflexion. Tu donnes un répit à ton système nerveux. Tu donnes de l'espace à ton esprit pour organiser des idées, traiter des émotions et prendre des décisions plus claires. De plus, le silence te donne de la perspective. Il t'éloigne du chaos. Il te rappelle que tu n'es pas tes problèmes, ni tes tâches en suspens, ni tes émotions. Tu es quelque chose de plus profond, quelque chose que tu ne peux pas entendre si tu es rempli de bruit externe et interne toute la journée. Le silence est inconfortable parce qu'il te confronte à toi-même. Il te force à voir ce que tu ignores depuis longtemps. Il te met face à tes peurs, tes désirs, tes manques, mais aussi face à ton pouvoir. Parce que lorsque tu es capable d'être en silence, sans fuir, sans le couvrir de distractions, tu deviens maître de toi-même. Fais-en un rituel. Trouve un espace. Peu importe si c'est ta chambre, la salle de bain, un banc dans le parc. Assieds-toi. Respire. Observe ce qui est à l'intérieur. N'essaie pas de réparer quoi que ce soit. Observe simplement. Écoute. Et si une pensée vient, ne la suis pas. Laisse-la passer. Encore et encore. Entraîne cette présence, cette attention, ce contrôle de soi silencieux que peu de gens ont, mais dont nous avons tous besoin. Le monde crie pour que tu ne penses pas, pour que tu ne ressentes pas, pour que tu ne décides pas. Toi, crée ton sanctuaire. Défends-le comme un guerrier défend son temple. Parce que c'est là que commence ta clarté. C'est là que tu te connectes avec ce qui compte vraiment. Et là, dans ce silence qui semble être rien, se trouve tout. 6. Nourris-toi de soleil comme si ton âme en dépendait. Tu es vivant, mais tu ne le sembles pas. Ta peau a oublié la chaleur du soleil. Ton corps s'est habitué à l'enfermement. Ton énergie est faible, ton esprit est embrouillé, ton humeur tombe sans raison. Et ta vitalité disparaît comme si quelqu'un te la volait en silence. Sais-tu pourquoi tu te sens ainsi? Parce que tu oublies tout. Tu as oublié que tu fais partie de la nature, que tu es un organisme vivant, pas une machine, que tu as besoin de lumière pour fonctionner, pour penser, pour ressentir, pour exister pleinement. La plupart des gens vivent sous des toits, des lumières artificielles, de l'air en conserve, des routines mécaniques. Ils passent des journées entières sans toucher le sol, sans regarder le ciel, sans laisser le soleil leur parler. Et puis ils se demandent pourquoi ils sont fatigués tout le temps, pourquoi ils ressentent de l'anxiété, pourquoi ils dorment mal, pourquoi ils n'ont pas de motivation. Mais ce n'est pas un mystère, c'est une déconnexion. La neuroscience est claire, le soleil régule ton rythme circadien. Ton cycle naturel de sommeil, d'énergie, d'appétit et de concentration dépend de l'exposition à la lumière solaire. La vitamine D, qui n'est pas seulement une vitamine, mais une hormone clé, est produite lorsque ta peau est exposée au soleil. Cette substance influence directement ton humeur, ton système immunitaire, tes muscles et ton cerveau. Quand tu ne reçois pas de soleil, tu ne t'affaiblis pas seulement, tu t'éteins. Et les stoïciens, bien qu'ils n'aient pas eu d'études scientifiques, le savaient dans leur essence. Ils vivaient en plein air, ils s'entraînaient sur les places. Des philosophes comme Épictète parlèrent de l'importance de s'adapter à la nature, d'accepter et de travailler avec ce que la vie te donne. Et l'un des cadeaux les plus puissants que la vie te donne chaque jour est le soleil. Gratuit, puissant,
silencieux, et tu l'ignores. Tu es chez toi, avec les rideaux fermés. Tu vas au travail, dans un transport fermé. Tu rentres la nuit. Et ton corps se flétrit. Ton âme s'engourdit. Ton énergie se transforme en cendre. Mais cela n'a pas à être ainsi. Tu dois juste sortir, marcher, laisser le soleil toucher ta peau. 5 minutes, 10, 15. Tu n'as pas besoin d'escalader des montagnes, ni de vivre à la plage. Tu dois juste t'exposer à la vraie vie. Parce que c'est ça le soleil, la vie, présence, force. Et quand tu le comprends, tu commences à le traiter comme ce qu'il est, de la nourriture. Fais du soleil une partie de ta routine. Lève-toi tôt, sors sans ton portable, regarde le ciel. Laisse la lumière entrer dans tes yeux, oui, même avec les paupières fermées, parce que cela envoie des signaux à ton cerveau pour qu'il se réveille, pour qu'il produise de la dopamine, de la sérotonine, de l'énergie propre. Le soleil n'est pas seulement de la lumière, c'est de l'activation, c'est du renouveau, c'est une connexion avec quelque chose de plus grand que toi, que tes tâches en attente, que tes problèmes. Et ce n'est pas une question d'esthétique. Ce n'est pas pour paraître en bonne santé, c'est pour être présent, parce que chaque rayon de soleil que tu sens sur ta peau te rappelle que tu es là, que tu es toujours en vie, que tu as encore une chance de changer, de construire, de ressentir à nouveau. Nous vivons à une époque qui nous éloigne du monde naturel, qui nous enferme dans des boîtes et nous offre des substituts numériques pour tout. Mais il y a des choses qui n'ont pas de substitut. Le soleil en fait partie. Tu peux avoir 1000 suppléments, des lampes artificielles, des pilules pour dormir, des routines de gym. Mais si tu ne t'exposes pas à la lumière du jour, tu te déconnectes de ton essence. Ne le remets pas à plus tard. Fais-le maintenant, comme un rituel sacré, comme un besoin de base, comme si ton âme en dépendait. Parce que dans un certain sens, elle en dépend. Le stoïcisme nous enseigne à travailler avec ce que nous avons, à ne pas attendre des conditions idéales, à vivre simplement. Quoi de plus simple que de sortir pour recevoir le soleil? Quoi de plus stoïcien que de se rappeler que tu n'as besoin de rien d'extérieur pour commencer à guérir, à te réveiller, à recharger ton feu intérieur? Alors lève-toi, sors, marche sans but, assieds-toi à un endroit où le soleil peut t'enlacer, respire, et remercie d'être encore à temps pour te reconnecter, que tu peux encore te sentir vivant. Parce que peu importe ce qui se passe dans ta vie, si tu peux encore voir le soleil, tu peux encore recommencer. 7. Retourne à la terre qui t'a fait. Tu es déconnecté. Tu ne le remarques pas à première vue, mais tu l'es. Tu l'es chaque fois que tu passes la journée entière sur du béton, devant un écran, absorbant des stimuli faux, répétant la routine sans la ressentir. Tu l'es quand tu penses que tout ce qui compte est sur ton téléphone portable, sur tes réseaux, dans tes tâches en attente. Mais la vérité, une qui dérange, est que tu as oublié tes racines. Tu as oublié que tu es né de la terre. Ton corps le sait. C'est pourquoi il tombe malade, c'est pourquoi il s'épuise, c'est pourquoi il s'irrite sans raison apparente. Parce qu'il n'a pas été fait pour vivre enfermé, pour se déplacer uniquement en ligne droite, pour respirer de l'air artificiel. Tu as été fait pour marcher sur la terre ferme, pour toucher les arbres, pour écouter le vent, pour enfoncer tes pieds dans le sable ou dans l'herbe, pour sentir le pouls du monde réel. La science le confirme, être en contact avec la nature réduit le stress, améliore la santé mentale, régule le système immunitaire et peut même affecter ton rythme cardiaque. Marcher dans une forêt, t'asseoir près d'une rivière, toucher la terre avec tes mains, tout cela n'est pas du romantisme bon marché, c'est un besoin biologique, c'est une façon de revenir à toi. Et tu n'as pas besoin d'être un amoureux de la vie sauvage pour le ressentir. Il suffit de t'arrêter un moment, éteindre le bruit et observer, écouter les sons qui ne peuvent pas être reproduits par la technologie, voir les couleurs qui ne peuvent pas être reproduites sur aucun écran, sentir l'air sans filtre ni produits chimiques. Quand tu fais cela, même si ce n'est que quelques minutes par jour, quelque chose se réajuste en toi, quelque chose s'aligne. Les stoïciens étaient profondément conscients de leur lien avec la nature. Marc Aurèle a écrit « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ».
Il comprenait que nous faisons partie d'un tout, que nous ne sommes ni au-dessus ni séparés, que l'harmonie avec l'environnement est la clé de l'harmonie interne. Et toi, même si tu l'as oublié, tu fais aussi partie de ce tout. Tu es terre, eau, feu, air. Pas un simple rouage du système, pas un numéro, pas une tâche en attente. Tu es la vie. Retourner à la terre qui t'a fait n'est pas aller vivre à la campagne. Ce n'est pas te déconnecter du monde moderne. C'est te rappeler, chaque jour, d'où tu viens. Et te reconnecter. Même si ce n'est que pour de brefs moments, c'est descendre du train de la productivité constante pour marcher sans but. C'est arrêter de regarder l'horloge pour regarder le ciel. C'est éteindre les voix des autres pour écouter ta propre respiration pendant que le vent caresse ton visage. Fais-en un acte sacré. Cherche un parc, une montagne, une plage, une place vide à l'aube. Peu importe l'endroit. Ce qui compte, c'est ta présence. Va seul, sans écouteurs, sans appareil photo, sans intention de le partager avec personne. Fais-le pour toi, pour te sentir à nouveau humain, pour te reconnecter avec cette partie de toi qui n'a besoin ni de réussite, ni de reconnaissance, juste de silence et de terre sous les pieds. Quand tu reviens à la terre, tu recommences à entendre ce que tu as ignoré, ton intuition, tes véritables désirs. Ton corps te parle sans cri, sans stress, sans anxiété. Et à partir de là, de cet espace simple et réel, tu peux prendre de meilleures décisions. Tu peux te rappeler ce qui compte vraiment. Car l'essentiel n'est pas dans ce que tu accumules, ni dans ce que tu parais, ni dans ce que tu obtiens. L'essentiel est dans ce que tu ressens quand tu es en paix, quand tu ne fais pas de compétition, ni de course, ni de comparaison, quand tu es simplement là, respirant, vivant, être. Alors reviens, retourne à la terre qui t'a fait, non pas comme une évasion, mais comme un retour à toi. Parce que pendant que le monde t'entraîne avec vitesse, promesses vides et distractions sans fin, la terre attend, silencieuse, patiente, solide. Et quand tu poseras tes pieds sur elle, tu te souviendras de quelque chose que tu avais oublié. Tu n'as pas besoin de grand-chose pour te sentir complet. Tu as juste besoin de revenir. 8. Fais de la détente ton rituel le plus sacré. Se reposer n'est pas une perte de temps. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une nécessité. Un acte de respect envers ton corps, ton esprit et ton processus. Mais le monde dans lequel nous vivons l'a transformé en un luxe, en un privilège pour quelques-uns, ou pire encore, en une culpabilité. On t'a appris à admirer celui qui ne dort pas, celui qui est toujours occupé, celui qui travaille sans arrêt. On t'a dit que se reposer, c'est pour les paresseux, que si tu ne fais rien, tu es à la traîne. Mensonge. Se reposer ne te retarde pas. Ce qui te retarde, c'est de vivre épuisé, dispersé, avec l'esprit embrouillé, en rendant à moitié, en poussant ton corps au-delà de ce qui est sain. Parce que tu peux travailler 20 heures par jour, mais si tu le fais avec un système nerveux détruit, tu creuses ta propre tombe avec efficacité. Ce n'est pas de la productivité, c'est de l'autodestruction déguisée. Les stoïciens parlaient d'équilibre, de savoir quand agir et quand s'arrêter, de savoir quand pousser et quand conserver de l'énergie. Sénèque, qui connaissait le pouvoir de la pause, a écrit « Le repos nourrit la force ». Et il avait raison. Parce que le repos n'est pas une absence d'action, c'est la préparation à une meilleure action. C'est le moment où le corps se répare, où l'esprit s'ordonne, où l'âme trouve un répit. La neuroscience le confirme, bien dormir a un impact direct sur ta mémoire, ton attention, tes émotions et ta capacité à prendre des décisions. Si tu ne dors pas, tu deviens impulsif, maladroit, fragile. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es épuisé. Le repos n'est pas optionnel, il fait partie du processus de croissance. Il fait partie de la discipline. Mais se reposer n'est pas seulement dormir. C'est aussi se déconnecter de tout ce qui te vide. C'est apprendre à dire non sans culpabilité. C'est fermer l'ordinateur, éteindre les notifications, sortir se promener sans but, respirer sans hâte, lire sans urgence. C'est te permettre des moments où tu ne fais rien et c'est bien.
parce que ce rien est, en réalité, tout. Fais du repos un rituel, pas une excuse, pas une récompense, pas quelque chose que tu fais seulement quand tu es au bord de l'effondrement. Fais-en partie de ta routine, partie de ton identité. Protège son espace, défends-le, parce que personne d'autre ne le fera pour toi. Le monde va exiger que tu continues, que tu produises, que tu sois disponible tout le temps. Mais tu n'es pas une machine. Tu n'as pas été conçu pour ça. Le repos est aussi du courage. Le courage de s'arrêter quand tout le monde continue. Le courage de prioriser ton bien-être au-dessus des attentes absurdes. Le courage de reconnaître que tu as besoin de prendre soin de toi pour pouvoir avancer avec force. Il ne s'agit pas de te rendre, il s'agit de te respecter. Et non, ce ne sera pas facile. Tu vas te sentir coupable, tu vas sentir que tu perds ton temps, mais cette culpabilité n'est pas la tienne. C'est le conditionnement d'une société malade qui valorise plus ce que tu produis que ce que tu es. Brise cela. Arrête de chercher la validation dans ton épuisement. Personne ne t'applaudira pour te détruire lentement. Se reposer n'est pas arrêter le chemin, c'est le rendre durable. C'est te permettre de continuer, avec énergie, avec clarté, avec un but. Alors arrête-toi, respire, ferme les yeux, écoute ce que ton corps a crié pendant que tu continuais à courir. Fais de la détente ton rituel le plus sacré, parce que ce n'est que lorsque tu apprends à t'arrêter que tu peux te remettre à bouger dans la bonne direction. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.